et Johan Ouzaï. Bon, mon exemple, il montre, c'est un état d'esprit, ni plus ni moins. C'est évidemment pas l'essentiel, mais ça montre bien que c'est grotesque. Je ne peux pas vous dire autre chose. On a affaire à des gens qui sont grotesques. Voilà, qui sont grotesques. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. C'est idiot, c'est contre-productif. Vous pouvez prendre tous les adjectifs que vous voulez sur des sommes comme celle-là, hein, les auto-entrepreneurs. Et en plus, on est aujourd'hui donc le 5 février, on demande aux gens le 1er mars. Le 1er mars. Bon, enfin, ces gens sont complètement... Je pense qu'ils sont... Quand on dit qu'on est déconnecté, il y a plein d'auto-entrepreneurs. Quand on parle de déconnexion, on est au cœur de ça. Il y a eu 66 000 défaillances d'entreprises l'an dernier. Quelles conséquences on en tire? Aucune. Mais on est au cœur de ça. Moi, je vous assure, prenez le mot que vous voulez, des clowns, des amateurs, etc. C'est invraisemblable. Cet exemple est invraisemblable. Il n'y a pas quelqu'un qui leur dit, mais vous savez ce que c'est qu'un auto-entrepreneur? Oui. C'est ça le problème, Pascal. Donc, votre édito est excellent. C'est le fait qu'on a l'impression que lorsqu'on met en œuvre une disposition, il n'y a personne qui songe aux conséquences. Mais personne, comme si on n'était pas capable d'embrasser l'ensemble des difficultés qu'une disposition va créer. Alors, c'est sûr. Alors, c'est débile. Il y a plein de gens qui... Alors, évidemment, maintenant, ça arrive. Je suis auto-entrepreneur depuis mon départ en retraite. Je facture environ 35 000 € par an et je cotise en pure perte avec des cotisations en retraite car cela ne peut pas venir abonder ma retraite actuelle. Je cotise donc pour les autres et maintenant, on me demande de payer de la TVA. On marche sur la tête. C'est débile. Je continue de bosser à 68 ans. C'est quelqu'un qui me... Ne croyez pas que c'est une mesure qui est comme ça sortie de nulle part. Ça a été extrêmement réfléchi. J'écoutais Amélie de Montchalin, qui, comme vous le savez, est la ministre en charge du budget, qui expliquait que c'était une mesure finalement juste parce que ceux qui ne payaient pas la TVA, ça crée une distorsion de concurrence. Elle l'a justifié de cette manière-là. Outre le fait qu'il faille trouver de l'argent, comme vous le savez, pour les caisses de l'État. De ce point de vue-là, d'ailleurs, elle n'a pas tort. Mais à ce moment-là, tu es à zéro. Tu fais plus d'auto-entrepreneur. Parce que les auto-entrepreneurs vont avoir deux difficultés. Ou alors, ils devront mettre cette TVA. Ou alors ils baissent leur prix pour qu'en ayant intégré ces 20%, ils soient à la même hauteur pour ne pas faire payer le supplément à leurs clients. Oui. Ou alors ça va basculer sur du travail au noir. Mais c'est du travail au noir. Ça va basculer sur du Madame de Montchalin, elle n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a des artisans, d'ailleurs, qui disent c'est pas normal. Eux, ils ne payent pas la TVA. J'entends cet argument. Mais à ce moment-là, tu mettais tout le monde à zéro. Tu mets tout le monde à zéro, mais tu passes pas de 37 000 à 25 000 alors que ça existait avec Nicolas Sarkozy depuis 2009. Tout ça est grotesque. Bon, c'est pas grave. Quoi, si, c'est grave, mais c'est la vie. Oui. Ah oui, déjà hier, le oui, ça des choses dans la presse quotidienne. Lucas, mais oui, parce que c'est des sujets très concrets. Mais c'est des sujets surtout pour les moins favorisés. Oui. C'est surtout ça qui est sidérant, en fait. C'est pas les grandes entreprises, c'est J'ai pris l'exemple du jardinier. Quand tu fais 3 000 € de chiffre d'affaires, moins de 3 000 € par mois, voilà, de chiffre d'affaires. Hein. Audition de Luca Di Meo. Qui est Luca Di Meo? C'est le directeur général de Renault. Et souvent, on vous montre ces auditions à l'Assemblée nationale sur le sort qui sont vraiment passionnantes parce que je trouve qu'il se dit des choses qui se dit nulle part ailleurs parce que c'est pas devant un journaliste, peut-être que les gens prêtent serment, il y a peut-être, il y a une rigueur peut-être dans la parole qui est différente. Alors, je voudrais qu'on écoute simplement la question d'abord. Elle est posée par Benjamin Luca Lundi, qui est député Europe Écologie Les Verts des Yvelines. Et je voulais je voulais savoir ce que vous pensez de cette question. Ça m'intéresse. Écoutez, je vous écoute depuis 2 heures parler avec une forme de légèreté, de détachement presque, comme si le sort des salariés de la fonderie de Bretagne d'un territoire ne vous obligeait pas. Après des millions d'aides publiques, 248 millions d'euros d'aides publiques, vous ne vous sentez pas un peu responsable tout de même de l'avenir de ce territoire et de ses salariés? Et vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent, 5,5 millions d'euros sur un an hors action, c'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. C'est à peu près le nombre de salariés qu'il y a aux fonderies de Bretagne, 260, ils sont 300. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? J'adore cette question. Parce que là, on est au cœur de la société française. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent, surtout, et on est au cœur de cette société. Donc la question, est-ce que moralement, vous valez 1,5 million? Alors après, on peut parler des sportifs, des comédiens, etc. Mais est-ce que lui, moralement, il vaut 5 fois sa femme de ménage?
Pareil, parce que si on va sur ces terrains-là, un député vaut 5 500 €, une femme de ménage en gagne 1 500. Est-ce que moralement, il vaut 5 fois sa femme de ménage? Non. Non, en fait. Non. Il en vaut pas. Il vaut pas. En fait, on est tous moralement. Vous allez on vaut tous le même prix moralement. Mais la question de la rémunération... Non mais attendez, la vertu, on vaut tous, je veux dire, entre votre femme de ménage, entre votre femme de ménage, votre jardinier et lui, pourquoi lui il gagne 5 fois plus que ça, le jardinier? Bon. Bonjour. Sur le plan de la morale, vous avez raison. Mais évidemment. Moi j'adore cette question. Alors, je vous pose la question de la rémunération des des grands patrons vous met toujours dans un état de mais pas du tout. De légère colère. La question de la rémunération des très hauts dirigeants est une question qui n'est pas frappée d'indignité. On peut la traiter, on peut la questionner, comme toutes les autres questions, y compris celui de la rémunération des députés. Mais moi, je trouve que le personnel politique français n'est pas assez payé, voyez-vous. C'est hyper minoritaire et contesté. Philippe Bilger. En dehors de l'impropriété de l'adverbe moralement, c'est intéressant de voir la question parce que je me rends compte que la plupart du temps, on a du mal à justifier des écarts considérables de revenus entre les dirigeants et les salariés. Et ce serait intéressant d'entendre, et pourtant Dieu sait... Il va répondre. Il a répondu. Ah ben là, je vous ai posé la question, et là vous allez avoir la réponse de M. Diméo. Mais c'est intéressant justement d'aborder ce problème, parce que parfois on est... Et vous en pensez quoi? Vous pensez quoi de sa question? Moi je la trouve bien, s'il avait enlevé morale. C'est idiot ce que vous dites. Je l'ai posé parce que c'est moralement. Non, mais parce que Monsieur Perpétuité, vous m'étonnez. Le fond de la question est très intéressant. Mais comme vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où il parle de morale, ça n'est pas le fond du sujet. Et la question est même posée au sein même du conseil d'administration, des actionnaires, des assemblées d'actionnaires pour ces grands groupes. La question de la rémunération du premier dirigeant fait l'objet de délibération, de réflexion. Cher Olivier, nous sommes dans un système qui est très simple. Personne n'a mis un pistolet sur la tempe des actionnaires pour payer M. Diméo. Non, je dis qu'ils en débattent, qu'ils en discutent. Sur le trait de chapeau, sur les... Ils en discutent. Ça s'appelle, le marché de la concurrence. Oui, libre et non faussé. Voilà, cher ami. Il se trouve que M. Diméo, il est meilleur que vous. Oui, vous aussi. Et que moi. Oui, mais voilà, pour diriger. Il est meilleur que moi. Voilà, il est bien meilleur que moi pour diriger Renault. Bien meilleur. Oui, et à ce moment-là, ça vaut un prix. Oui, et ça s'appelle le prix du marché. Et on peut discuter de ce prix. Non. Ah, voilà où nous sommes. Mais on ne peut pas le discuter puisque c'est le marché. C'est le marché, bien sûr. C'est le marché, ami. C'est comme si vous me disiez, on peut discuter l'action. Et dans la sphère publique? Oui. Ah, public, c'est autre chose. D'accord. Mais on a, et dans la sphère où l'État est autour de table des actionnaires? Mais on ne discute pas du prix d'Mbappé. Personne discute d'Mbappé. C'est simplement entre le Paris Saint-Germain et le Real que ça se discute. Vous n'avez pas entré dedans. Vous n'avez pas entré dedans. Mais pour Renault? Renault, c'est... il y a quand même une... Oui, mais alors... D'abord, sujet. Je peux vous dire d'abord que 1,5 million sur les grands patrons, on est dans la fourchette basse. Hein. Si vous me permettez, je vais choquer beaucoup de gens, mais on est dans la fourchette basse. Pascal, votre raisonnement serait valable, mais moi, je suis un ignorant dans ce domaine. Mais est-ce que ce serait valable si ceux qui ont échoué ne touchaient pas des sommes folles, par exemple? Bon, on va écouter la réponse de M. Diméo. Mais d'abord, ceux qui ont échoué dans ce petit monde-là, ils sont éjectés du système. Hein. Oui, mais... On ne prend pas des mauvais patrons. Avec... Généralement, ou alors ils font une fois, et puis la deuxième fois, ils ne sont pas fous, les actionnaires non plus. Hein. Bon. Non, mais la question, c'est... La réponse de M. Diméo ? Allez-y. Hein, mais voilà, c'était l'audition hier de Luca Diméo. C'était lors de l'Assemblée nationale sur le sort de son ancienne filiale menacée, la Fonderie de Bretagne. Le directeur général du groupe Renault s'est justifié sur sa rémunération et a aussi mis en avant les investissements réalisés en France ces dernières années. Voici la réponse qu'il a faite à M. Benjamin Luca Lundi. Ça, c'est toujours très facile. Et très difficile, donc je ne vais pas commenter sur ça. Je pense qu'il faut aussi comprendre que des gens comme nous, ils sont là parce qu'on a derrière nous une carrière de 20 ans, 30 ans, etc., où toutes les années, on a dû démontrer des résultats. Et quand nous, on fait des résultats, on crée de la valeur. Okay? On crée de la valeur. Renault a triplé sa valeur dans la bourse
peut-être ça vous intéresse pas particulièrement, mais on a créé, si vous n'êtes pas actionnaire, on a créé 10 milliards et comme le 93% des salariés de Renault auxquels on est en train de donner le 10% du capital de Renault, juste pour votre information. On a créé 10 milliards de cash en positif et on a créé 10 milliards de marge opérationnelle. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est ce qu'on fait. Et je peux vous dire une chose. Moi, je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc, ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi, on est des travailleurs. On est des gens qui mettent tout et risquent tout dans le truc. Ça, c'est la vérité. C'est pas des décisions faciles. Des fois, il faut qu'on prenne des décisions faciles. Des fois, c'est pas des décisions faciles. OK? Et on se prend nos responsabilités. Et moi, pour Renault, je les ai prises, mes responsabilités, avec mon équipe. On a créé 8000 postes de travail en France dans les derniers 2 ans et demi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? Alors, moi, je trouve je trouve qu'elle est très bonne, qu'il y a beaucoup de démagogie dans ces débats qui reviennent régulièrement. On en avait parlé il y a quelques mois sur votre plateau au sujet de Carlos Tavares. Et le vrai problème derrière tout ça, c'est pas la rémunération des patrons, c'est la désindustrialisation de la France. 2 millions d'emplois industriels perdus en 20 ans. Le déficit commercial, en particulier en matière automobile, qui est en train d'exploser à cause d'une surtransposition de normes européennes totalement absurdes. Et il fut un temps où la gauche, plutôt que de voir dans les grands patrons un bouc émissaire facile à tous les problèmes de la France, défendait vraiment l'économie de la production, refaire de la France une nation de producteurs. Voilà. Où sont les Chevènement aujourd'hui? Où sont les Georges Marchais? Où sont les héritiers du CNR? C'est ça la vraie question. Souvent, ce qu'on appelle démagogique, et moi-même j'en ai abusé d'ailleurs encore récemment, c'est un problème qui est intéressant mais qu'on n'ose jamais formuler. Moi j'ai trouvé la réponse de cet homme très pertinente parce qu'il n'a pas hésité à dire que il a son salaire justifié, son traitement légitimé par le fait qu'il a évidemment plus de responsabilités, plus de travail. Moi j'aime pas cette séquence, je trouve qu'il n'a pas à justifier. Oui. Il faut toujours justifier. Non, il a pas. Mais non, je trouve que c'est insupportable. En fait. Ah non, mais je suis pas d'accord. Je trouve que c'est insupportable que quelqu'un vienne dire pourquoi vous gagnez autant. Je trouve que c'est un système de passion. C'est tout à fait normal, Pascal. Non, mon avis. Mais on a le droit, dans le domaine social, où certaines différences peuvent choquer, de demander des explications. Et lorsqu'on a la chance d'avoir un dirigeant très intelligent comme lui, qui les justifie, je trouve que c'est impeccable. Le problème n'est peut-être pas alors la rémunération des très hauts patrons. Le problème est peut-être les bas salaires des personnes qui, tout en travaillant tout au long de leur semaine, tout au long d'un mois, se retrouvent, ce qui n'est pas le cas chez Renault. Parce que dans les grandes entreprises, c'est vraiment pas le cas. Oui. C'est ça. C'est plus dans le cas des auto-entrepreneurs. Donc, sur les salaires trop bas qui font que les gens se privent de tous les petits bonheurs de la vie. Et associé à Renault, il y a la situation de la fonderie de Bretagne. Fonderie de Bretagne qui est un élément de désindustrialisation très important aujourd'hui dans l'actualité industrielle française. Et Renault pourrait, sur une simple décision, relancer les fonderies de Bretagne. Oui. Ce qui est intéressant, il suffit de aujourd'hui. En dehors. Mais comment vous pouvez dire ça? Mais comment vous pouvez dire ça? Vous pouvez être donneur d'ordre, pourquoi pas? Mais comment vous pouvez dire ça? C'est-à-dire que vous les prenez. Alors, vous pourrez. Mais ils pourraient. Mais ils perdraient de l'argent. Avec les fonderies de Bretagne. J'imagine. Parce qu'on a un savoir-faire formidable. Mais j'imagine que c'est. Alors, vous êtes plus intelligent qu'eux? Pourquoi ils le font pas? Non, mais pourquoi ils le font pas? Parce que j'imagine. Et on parle ici de désindustrialisation. Il faut relancer Fonderie de Bretagne. Mais j'imagine, c'est exactement l'intervention l'autre jour de Bernard Arnault. C'est-à-dire qu'un investisseur, il y voit son intérêt. Ah oui. Uniquement son intérêt. Donc l'État. À l'aune de quoi? À l'aune du profit qu'il fera. Oui, très bien. Mais vous avez tout dit. Vous n'avez pas demandé à un investisseur de perdre de l'argent. Donc l'État doit l'aider. Si la raison sociale aujourd'hui d'une entreprise est le profit, et le taux de profit, ça veut dire que toutes les autres dimensions, la responsabilité territoriale, le fait de ne pas laisser tomber la fonderie de Bretagne. Mais ça, c'est pas le rôle. Mais c'est pas le rôle de l'entreprise. Mais je conteste votre analyse. Je conteste votre analyse. Mais c'est pas le. Mais vous la contestez. C'est pas le rôle de l'entreprise. Il y a eu en revanche, c'est le rôle d'entrepreneurs qui ont dit qui ont perdu de l'argent. La marge de profit sera
à la baisse par rapport à ce que nous attendions, on va quand même faire, on va aider ce sous-traitant. Ça a existé, ce capitalisme. Mais non, puisque vous allez basculer dans un capitalisme financier, court-termiste. Enfin, vous êtes, vous savez pas de quoi vous parlez. Et le retour, mais si, bien sûr. Mais vous savez Il y a même des économistes libéraux qui disent c'est allé trop loin. Mais dans votre système, votre fonderie de Bretagne, elle ne pourra rien vendre. Elle ne sera pas compétitive. Mais enfin... Enfin, je veux dire, Donc, on ne fait plus d'acier, plus d'aluminium en France. La réponse, visiblement... on ne fait plus d'acier, plus d'aluminium en France. Sauf si on aide... Non, c'est très intéressant. Écoutez, prenez pas ce ton. Ce sont des filières stratégiques prenez pas pour la réindustrialisation. Je fais plus... vous êtes en difficulté, Pascal Pro. Est-ce qu'on fait de l'aluminium ou de l'acier en France ? Je ne suis pas un spécialiste d'acier et d'aluminium, enfin, ne me posez pas. Je suis en difficulté de rien du tout. Je fais confiance au patron de prendre la bonne décision qui permettra d'être le plus compétitif. Et effectivement, le diagnostic... ce qui a été fait pour le nucléaire. Vous avez fait confiance sur le nucléaire ? Regardez comment le nucléaire, c'est l'État. A été démantelé. Mais le nucléaire, c'est l'État. Mais en fait, vous dites n'importe quoi. C'est pas du tout le privé. Il y a eu des patrons du nucléaire français. Mais c'est là que vous dites... Il y a un truc qui marche bien en France, c'est le privé. LVMH, ça marche bien. Toutes les boîtes privées marchent. Il y a un truc qui ne marche pas en France, c'est le public. Tout ce qui est public ne marche pas. Je ne peux pas vous dire autre chose. De l'hôpital, au service public, de la télévision, à la SNCF et ça, tout ça, ça marche moyennement. Enfin, moi, je voulais savoir s'il fallait produire de l'acier, de l'aluminium. Olivier, les choses sont claires pour Renault. Si Renault... Je suis en difficulté de rien. Si Renault... Je ne suis pas spécialiste d'acier, excusez-moi. Souhaite Jean-Claude Dacier, se fournir auprès des fonderies de Bretagne, ça veut dire qu'ils vont acheter effectivement plus cher ces pièces détachées, ça veut dire qu'ils seront obligés de vendre plus cher leurs automobiles, et donc ça veut dire qu'ils vendront moins d'automobiles, et in fine, comme ils vendront moins d'automobiles, ils seront obligés de licencier du personnel. Voilà, tout simplement ça. Non, mais la logique est celle-ci, la logique économique fait que si vous achetez plus cher les pièces, vous vendez vos voitures plus cher, donc vous en vendrez moins et vous serez obligé de licencier. Comment peut-on accepter... Comment peut-on accepter, me dit Xavier Couture, que je salue, comment peut-on accepter que la représentation nationale puisse faire subir un interrogatoire à un patron qui défend tous les jours une entreprise française et qui respecte scrupuleusement la loi. Pendant ce temps, l'Europe, avec ses règlements absurdes, organise le financement de Tesla et la moitié des voitures Tesla sont produites en Chine. Mais comment on accepte ça ? C'est parce que l'extrême gauche occupe désormais une place importante à l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous mets ministre des Finances, et puis tout le monde, c'est le Venezuela dans 2 ans. Avec vous, ça, je sais comment ça va. Vous connaissez rien à rien. Vous savez rien à rien sur l'économie. Il n'y a qu'un truc qui vous intéresse, c'est que tout le monde ait le même salaire. Et vous ? Mais Pascal, vous ne mettez pas sur le secteur stratégique. Non, mais vous, l'argent, c'est un truc, ça vous rend fou que quelqu'un gagne plus d'argent que d'autres. Mais bien sûr que ça les rend fous. C'est que moralement inacceptable. J'ai dit que ça me rendait fou. Moralement. J'essaie d'avoir une discussion. Non, mais pardon. Pardonnez-moi, Olivier. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous êtes prof d'histoire, vous n'avez pas les compétences pour parler de ça. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Idées quand même. Mais oui, vos idées, on les a vues. On les a vues quand elles ont été mises en place au Venezuela, en URSS et partout, et à Cuba. On voit comment les gens vivent, enfin. Vous êtes marrant. Moi, je veux bien vous donner. Je veux bien vous donner les clés. Vous n'avez jamais eu une entreprise de votre vie. Oui. Vous avez toujours été payé par l'État. Donc, parlez d'histoire, mais parlez pas d'économie. Mais non, je vais sur le chantier économique. Mais dans une branche du patronat, on a débattu à une certaine part de la responsabilité. Sauvé par le gong. Jomaïl, la première demi-heure était épuisante. Je veux venir avec vous. Non, mais Olivier, je vous aime beaucoup. Vous avez beaucoup de qualités intellectuelles, culturelles, tout ce que vous voulez. Mais sur l'entreprise, effectivement, je fais plus confiance à Lucas Di Meo qu'à quelqu'un qui a été prof d'histoire. Je peux pas vous dire autre chose.